Salut à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode du Studio 7 en festival, les petits bonus entre les épisodes réguliers. Je suis encore une fois avec Deka. Bonjour. Pour parler cette fois du Festival de Cannes. Avant de commencer l'épisode bonus, je vous rappelle que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter sous le nom de Studio 7 Pod et Letterboxd sous le nom de Studio 7. Alors, comme j'ai dit dans cet épisode, on va parler du Festival de Cannes, plus précisément du Festival de Cannes 2022, auquel nous étions. Nous sommes donc susceptibles de spoiler des films qui ne sont pas encore sortis. Le but étant bien sûr avant tout de vous faire envie de voir les films et pas de vous gâcher l'expérience. Mais voilà, prenez garde, c'est pas impossible qu'il y ait quelques spoils par-ci par-là. Donc le Festival de Cannes cette année, il s'est tenu en mai comme à son habitude, retour à la normale après la petite période Covid qui a vu un festival se faire annuler et un autre se faire reporter en juillet. Nous y étions tous les deux Deka pour les 2 semaines et moi pour une seule sur 2. Et on a choisi de faire une petite sélection de films non exhaustive parce que si on avait dû vous parler de tout ce qu'on a vu, ça aurait été beaucoup trop long. Sur 2 semaines, on a le temps de voir quand même pas mal de choses. Et de dormir aussi beaucoup. De dormir beaucoup, mais voilà. Et puis surtout, y a des choses sur lesquelles on a moins de choses à dire, qui sont peut-être moins intéressantes à aborder. Donc on commence tout de suite par les films en compétition qu'on a vus, avec en premier lieu Les Crimes du futur de David Cronenberg. Avec notamment Léa Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensen dans le rôle titre. Donc Cronenberg revient un petit peu à ses origines avec une histoire de body horror plus ou moins marquée, on va dire, qui se passe dans le futur et où en gros les hommes sont capables de générer de nouveaux organes. Et on suit en particulier un homme incarné par Viggo Mortensen qui a cette capacité à créer des nouveaux organes, qui est en fait très malade. C'est comme si c'était des cancers qui proliféraient. C'est pas moi le médecin, je sais pas. Ouais, vous avez compris, dans son corps. Et en fait, du coup, il organise des extractions d'organes en direct. Ah, c'est les tumeurs, c'est ce qu'ils disent. Oui, voilà, c'est ça. Avec Léa Seydoux qui joue mal. Certes, on y reviendra. La manipulatrice chirurgienne. Et c'est considéré comme des performances artistiques, en fait. Alors, on l'a tous les deux vu. Vas-y, Deka, je te laisse peut-être commencer. Tu l'as vu à Cannes, toi ? Ouais. Ah oui, c'est vrai que toi, tu l'as vu, du coup. Après coup. Alors, que dire ? Alors déjà, moi, j'avais vu que 2 Cronenberg, donc Vidéodrome et Crash, que j'avais bien aimé. Du coup, j'ai pas été dépaysé face à ce nouveau Cronenberg. D'ailleurs, il revient après 8 ans, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Et en fait, il y a ces thèmes connus. Enfin, je veux dire, tu t'imagines un Cronenberg, tu t'imagines du body horror, du sexe, enfin des trucs du genre, quoi. Cronenberg. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement sympa, même s'il y a certains trucs qui m'ont un peu dérangé. Je trouvais le film un peu verbeux. Je sais pas si t'as eu ouais, si, je vois cet avis, mais bon, ça parlait beaucoup, des fois un peu pour pas dire grand chose. Et j'ai eu un peu, je parle directement sur le négatif, mais une sensation de truc un peu artificiel, tu vois. Ouais. Genre, il y avait en fait, c'est sale. Enfin, tout est un peu sale, crade et tout, mais ça faisait artificiel, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé. Après, Cronenberg, il a toujours joué sur les effets pratiques. Ouais, mais justement, il n'y a jamais de VFX ou quoi. Là, il y en a. Il y en a un peu, ouais. Mais je trouve que justement, ils sont pas ouf. Ouais. Enfin, il y a de la CGI, il y a des moments, je crois, tu sais, quand ils coupent les corps, les trucs, tu vois, enfin, quand ils font leur... Ouais, il doit y en avoir, ouais. Ouais, et je trouve qu'elle est assez flagrante, en vrai. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu décevant, tu vois. Mais à part ça, ça reste... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois. Ouais. Par rapport à ce que je connais de Cronenberg et tout, c'est ce que ça dit et un peu le retour sur ce qu'il a fait avant, c'est intéressant. Après, je sais pas, peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus gore, moins de blabla, plus de body horror. Ouais. Et donc peut-être de ce côté-là, j'ai été un peu déçu, surtout que il y en a qui disaient qu'ils sont sortis de la salle parce que soi-disant c'était trop gore et tout. Franchement, t'as eu cette impression, toi, que c'était intenable ? Non, franchement, non. Franchement, c'est tranquille. Hein.
Titan est pire, je crois. On l'avait déjà dit, il y a toujours un peu d'exagération à Cannes sur ce genre de choses. Enfin bon, ouais. Donc voilà, après, franchement, ça reste bien. Je pense qu'il a bien mûri, tu vois, par rapport à quand je suis sorti, j'étais en mode, c'est un peu verbeux, un peu... Ouais. Je suis d'accord, il évolue bien. Ouais, carrément. Et dans les décors, tu vois, j'ai l'impression qu'on est toujours dans des décors un peu fermés, dans les petits trucs, tu vois, j'avais envie qu'on voit des trucs un peu plus grands, un peu plus... Et du coup, c'est ça aussi, ça faisait un peu artificiel, tu vois, j'ai l'impression que tout était fait un peu en studio, un peu... tu vois, tu voyais pas tant que ça du monde, finalement. T'as genre des chambres, un hall d'immeuble et des trucs comme ça, tu vois, donc bon. Et puis voilà, après, je l'ai assez doux, je la trouve mauvaise. Ouais. Mais toi, je sais que t'as pas aimé Kristen Stewart. Ouais, je la trouve vraiment catastrophique dans le film. Alors que moi, je l'ai pas trouvée mauvaise du tout. Elle a un jeu trop bizarre, genre on sent qu'il y a plein des tics exagérés, mais ça va avec le personnage, tu vois. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un personnage nul. Ouais, voilà, mais pour moi, alors c'est plus le personnage, toi, que t'aurais pas aimé, parce que son jeu, il m'a pas choqué. C'est assez caricatural, je trouve. Ouais, peut-être. Mais c'est doux, je trouve qu'elle est toujours à côté. Elle est assez plate, ouais. Ouais, je suis un peu un hater, ouais. Mais ouais, après, on a Mortensen en Dark Sasuke qui est pas trop mal, en vrai, avec ses longues manches, là. Ouais. Mais non, après, c'est sympa. C'est juste que c'est un peu redondant, j'ai l'impression, quand même. C'est un peu souvent les mêmes décors, avec les mêmes costumes, les mêmes thèmes, tout le temps. Et bon, du coup, tu vois, je me rappelle de la toute première scène d'ouverture, je l'ai trouvée oufissime. Ouais. Vraiment, je me suis dit, ok, là, on est face à la palme, quoi. Vraiment, le truc est incroyable, ça va être trop avec bien. Avec le bateau en fond, ouais, coulé et puis tout, l'appel au téléphone et tout. J'étais en mode, ok, ça, c'est ultra lourd. Et je trouve qu'après, c'est moins bien, tu vois. Ah, je suis d'accord. C'est pas du niveau de cette scène d'ouverture où tu te dis, ok, tu vas prendre une grosse start, quoi. Enfin bon, voilà, je parle beaucoup, mais en gros, c'est mon avis sur le film. Non, mais je te rejoins pas mal sur à peu près tous les points. J'ai vu peut-être un peu plus de Cronenberg que toi. Enfin, j'ai dû en voir une quinzaine, peut-être. Ouais, un peu plus, du coup. Et du coup, j'ai vu autant de sa première partie de carrière que des plus récents. Et dans les plus récents, il était sur quelque chose de beaucoup plus moderne, cynique. Enfin, il avait un peu lâché le body horror. Ah ouais. Il avait fait des films genre History of Violence, Maps to the Stars, Cosmopolis et tout. C'est des films qui sont hyper ancrés dans une société réaliste, on va dire, où c'est juste de la violence un peu plus sociale. Et du coup, là, j'ai trouvé intéressant comment il essayait de concilier les deux, justement, revenir à quelque chose de body horror, où parfois, on dirait limite qu'il est à la limite de la caricature de lui-même. Genre, je sais pas si tu vois, quand il est dans son siège et qu'il y a des espèces de bras mécaniques et tout, tu te dis, bon, bah ok, c'est du Cronenberg pur, quoi. Même son lit, enfin, bon, voilà, des machines un peu bizarres. Mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant comment il adaptait ça à son évolution et à sa fin de carrière, parce que il est plus proche de la fin que du début, là. Et du coup, toute cette réflexion sur le corps vieillissant, les anomalies et tout, c'est assez méta, je pense, par rapport à sa propre carrière. Dans le fond de ce qu'il dit, quoi. Et du coup, effectivement, il mûrit plutôt bien dans l'esprit, parce qu'il y a quand même un propos sous-jacent qui est assez intéressant. Bon, voilà. Et on a choisi de commencer par ce film parce qu'il est déjà sorti au cinéma. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis si il passe dans votre cinéma. C'est quoi ta scène préférée du film ? Sans spoil ? Non, mais je pense que l'ouverture aussi. Hein. Ouais, parce que la scène avec les oreilles. Oui. Incroyable. Ah oui, si, moi, je voulais plus de ça, en fait. Oui, c'est vrai. La scène avec les oreilles, elle est incroyable. C'est ça que j'étais déçu, c'est que je voulais plus de ça et moins de verbes, quoi. Ouais. Puis la musique, ça me fait penser, mais que la musique sur cette scène et sur le reste, elle est vraiment folle. Donc, c'est dommage, tu vois, j'avais envie qu'il pousse plus là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Du coup, sans transition, on va passer au second film. Il n'y a que moi qui l'ai vu. C'est Armageddon Time de James Gray, avec notamment Anthony Hopkins, Anna Thaoué, Jeremy Strong. Enfin voilà, plutôt un beau casting. C'est un film de James Gray qui est assez autobiographique, même si tous ses films reprennent beaucoup d'éléments de sa vie. Là, pour le coup, c'est vraiment basé sur son enfance à New York. Et où en fait lui il est le personnage principal c'est un gosse dans une famille juive de classe moyenne, on va dire, classe moyenne un peu haute, quoi. C'est pas non plus des ultra riches, mais il se débrouille bien. Et lui il est pas du tout attentif en cours, il est pas du tout
scolaire, on va dire. Il rêve d'être artiste. Sauf que son père, c'est un gars qui a trimé pour en arriver là. Et son grand-père... du coup, ça se passe pendant l'enfance de James Gray, donc le film n'est pas actuel. Du coup, sa famille a connu l'Holocauste et tout, donc il est assez marqué par ça. Et il lui dit, en gros, on a réussi à se faire notre place, donc maintenant, toi, il faut que tu travailles et que tu fasses un bon métier aussi et que tu gagnes ta vie et tout. Donc le truc d'artiste, c'est pas très... ils sont pas trop pour, quoi. Et il y a que son grand-père qui l'encourage là-dedans, donc qui est joué par Anthony Hopkins, qui est incroyable dans le film. Enfin, comme toujours, hein. Mais c'est si naturel pour lui, en fait. Il est vraiment trop fort. Et du coup, c'est très touchant. En fait, on suit juste l'évolution de ce gamin entre son père qui est violent, qui parfois le frappe, son grand-père qui est super gentil avec lui, sa mère qui sait pas trop où se positionner au milieu, si elle doit être autoritaire ou pas, à l'école où il fait plein de bêtises, où il va devenir pote avec le seul gamin noir de la classe qui est victime de racisme, que ce soit dans la rue, à l'école et tout. Et où du coup ses parents vont lui dire faut pas que tu sois ami avec ce gosse, que son pote va lui dire de toute façon tu peux pas comprendre ce que je vis et tout, et donc pareil, lui il sait pas quoi faire parce que c'est juste un enfant. Il va un peu essayer de se dépêtrer au milieu de tout ça pour trouver sa voie, on va dire, et c'est ultra touchant. Et c'est vrai que l'avoir vécu à Cannes, c'était un truc de ouf parce que du coup il y avait James Gray, il a dit j'ai fini ce film 2 jours avant de le présenter, et là je suis devant vous, et il s'est mis à pleurer, enfin genre ça se voyait que c'était un film ultra personnel. Pour l'instant, il n'a pas de date de sortie française, mais nul doute qu'il sera plutôt bien distribué. Donc vraiment, allez le voir, c'est super beau. Enfin, moi, j'adore tout ce qu'a fait James Gray, et là, c'est vraiment dans le haut du panier de sa filmo. Film ultra touchant. Ok. Voilà. Après, on va parler d'un film qui a reçu le prix du jury. Qui est EO ou Ian en français, de Jerzy Skolimowski. Peut-être que tu peux nous dire un peu le synopsis. Oula. Alors déjà, je crois que c'est non, pas un remake, comment on dirait. Oui, si, un peu, c'est un remake de Au hasard Balthazar. Voilà, c'est ça, Au hasard Balthazar. De Robert Bresson. Ouais. Donc en gros, comment expliquer le plot là disons que c'est un âne qui je sais pas moi comment dire, qui se balade, qui fait des choses, qui vit sa vie, en gros, pour partir passe dans les malheurs du monde un peu. Pour partir du début, c'est un âne de cirque qui fait un numéro avec une madame du cirque. Ouais. Ils ont l'air très fusionnels, et en fait arrive une association de lutte pour le droit des animaux, etc., qui arrive à faire interdire la présence des animaux dans ce cirque. Oh, attends, d'ailleurs, j'ai rêvé de ça il n'y a pas longtemps, ça se trouve, ça a impacté. Peut-être. Voilà, c'est une petite anecdote. Et du coup, l'âne, il se retrouve transporté loin du cirque, et en fait, lui, au début, il est grave deg de plus être avec sa maîtresse. Non, mais c'est vrai. Ouais, il est trop deg. Et du coup, il va un peu... il y a des moments où il va s'enfuir, il va aller de péripétie en péripétie pour essayer de retrouver sa maîtresse, en fait. Et en fait, il va traverser, comme tu as dit, toutes les horreurs du monde. Il va lui arriver malheur en malheur. À chaque fois que tu penses qu'il est sauvé, en fait, il lui arrive un truc horrible derrière. Et évidemment, il y a un sous-texte ultra fort sur... l'exploitation des animaux, la vie des animaux en général par rapport aux hommes. Même l'état du monde, il y a vraiment un truc genre sur l'humanité un peu et tout. Un constat ultra pessimiste. Ouais, c'est nihiliste de ouf. Et ultra... franchement, j'étais pas très bien à la fin de la séance. Ouais, c'est le genre de film qui te met un peu un coup sur la gueule en mode le monde c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ce que j'ai trouvé ouf, c'est que du coup, tout le film est filmé du point de vue de l'âne. Parfois, il y a des séquences où c'est même en POV, du coup, vraiment de ses yeux. Et on le suit vraiment toujours lui. Il y a quelques hommes qui interviennent, hommes et femmes, dont Isabelle Huppert d'ailleurs. Mais ils sont pas importants en fait. Au final, c'est vraiment ils passent et puis après ils s'en vont et puis on reste avec l'âne. Et j'ai trouvé ça ouf la manière dont Skolimowski arrive à faire ressortir les émotions de cet âne. Enfin, il le filme vraiment comme un humain et t'as l'impression de pouvoir ressentir ses émotions.
Mais d'ailleurs, je crois que sur le générique, il y a plusieurs noms d'Anne. Ouais, il y en a. Bah, d'ailleurs, il l'a dit à son discours de remerciement quand il a eu le prix du jury. Attention. Il a dit merci à mes Anne au pluriel. Ouais, voilà, bah franchement, ils sont trop beaux. Ouais, franchement incroyable. Et du coup, vraiment, le film est fou en termes de mise en scène et tout. Ouais. Il fait des expérimentations cheloues. Il y a un moment où il change la colorimétrie, où tout est tout rouge et tout. C'est hyper agressif. Oui, t'as des plans sur une éolienne qui tourne et genre la caméra elle tourne avec. Enfin, c'est un truc de ouf. Et tu te dis, le papy là, il a, je sais pas quel âge il a, il doit avoir quasi 90 ans. Ouais, il est très vieux. Bah, d'ailleurs, il était pas là pour la présentation de son film. Si. Non, il était là avec c'était une photo. Il y avait une photo de l'âne. De l'âne et lui. Parce qu'il a pas pu venir. T'es sûr que c'était pas juste pour l'âne qu'ils avaient mis ça? Non, sûr. Ok. Lui, En tout cas, il était là à sa remise de prix. Ouais, mais il était pas là pour la présentation du film. Il y avait une photo de lui avec l'âne. Ok. Non, ouais. Et mais... bah, il est vieux, quoi. Et tu te dis, c'est ouf qu'il arrive à faire des trucs pareils encore. Franchement, ultra bon film à aller voir en salle à partir du 19 octobre. Ok, tu penses que ça va être bien distribué? Pas de ouf. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Parce que déjà, je crois que le film, il est assez long quand même. Ah ouais? Non, je sais plus. Je crois pas, je crois qu'il va faire 1h50, peut-être 1h... Ok. Non, je crois pas que ce soit... j'ai confondu. Mais en tout cas, je pense que ça va passer dans les rares essais et tout, c'est sûr. Ouais. Parce que Skolimowski, c'est un mec quand même un peu installé. Mais par contre, dans les UGC, Pathé et tout, je pense qu'il faut pas trop y compter parce que c'est pas quelque chose qui va attirer le grand public. Ah oui, quoi. non, du tout. Bah, c'est un peu expérimental, lent, contemplatif et tout. Donc, ça plaît pas à tout le monde, quoi. Mais ça peut plaire aux gens qui aiment bien les ânes et les animaux de manière générale. Oui, c'est vrai. Même si c'est un peu triste, mais voilà. Ouais. Après, film qui a reçu lui aussi un prix, un grand prix, que seul toi as vu, c'est Klaus de Lucas Dont, le film belge. Ouais, alors, Klaus, comment dire? Alors déjà, c'est le réalisateur qui a fait Girl, que je n'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. C'est bien? Ouais, franchement, c'est bien. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a fait Girl, ce qui est bien. Et je sais que beaucoup de gens ont aimé le film. Donc c'est un film qui parle de deux enfants, ou de jeunes ados, je sais plus. En gros, qui sont meilleurs amis depuis toujours, qui sont très proches et tout. Il y a peut-être une petite ambiguïté sur est-ce qu'ils sont amoureux, est-ce que voilà. Et en gros, ça va suivre au début un petit peu leur relation amicale ou amicale plus. Et il va se passer quelque chose. Et ça, on va pas spoil quoi. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que le film était un peu trop facile quoi. Enfin, franchement, l'événement arrive un peu. En fait, c'est bizarre parce que l'événement est prévisible, mais en même temps, je trouve qu'il est un peu facile, dans le sens où c'est un peu gros, quoi. Enfin, ça sort un peu de nulle part après, je sais pas. Donc, je trouve que c'est un peu moyen, parce que du coup, l'événement, moi, je trouve qu'il est assez mal amené et prévisible, et après, en fait, il brode autour pendant 1 heure, c'est assez long. Je sais pas, en fait, le film, j'ai trouvé beau, j'ai trouvé ça intéressant, je vois ce qu'il veut dire et tout, c'est bien, c'est touchant et tout ça. Mais je sais pas, c'est trop facile, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas encore vu le film, ouais, je sais. Mais c'est ça, en fait, qui m'a dérangé, quoi. Enfin, franchement... En fait, tu comprends ce qu'il veut dire. Du coup, oui, c'est évident, quoi. Et puis, du coup, c'est touchant, mais je sais pas. C'est un peu brouillon ce que je dis, mais en gros, c'est vraiment le ressenti que j'ai, quoi. Genre, vraiment, j'étais déçu. Moi, j'avoue que le film me fait super envie, donc j'irai le voir en salle le 1er novembre. Ouais. On verra bien ce que j'en dis. Pour le coup, je pense qu'il devrait avoir une distribution plutôt correcte, parce que Girl, il avait été pas mal distribué. Là, il a reçu un grand prix, donc ça devrait plutôt bien se passer pour lui. Ouais, non. Après, il y a des très belles images, c'est très bien filmé, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste la façon dont il amène le récit qui, des fois, me dérange un peu, quoi. Il y a certaines scènes que je trouve un peu too much, un peu mal foutues. Ok. Et les retours que j'ai vus, c'est soit les gens ont adoré, ils ont trouvé que c'était genre immense et tout, soit justement que c'était trop facile et que c'est bon, quoi, flemme. Donc à voir, tu diras ce que tu en as pensé. Avec plaisir. Ouais. Après, je voulais parler d'un autre film que seul toi as vu également, c'est Broker de Koreeda, ou en français Les Bonnes Étoiles. Ah oui, c'est vrai qu'il a un nom français. Qui est un titre
un peu nul, mais... Bah, en même temps, broker, il n'y a pas de traduction en français. Ouais, mais je trouve que c'est un mot qui passerait bien garder le titre enfin anglais en tout cas. D'ailleurs, tu sais ce que c'est ? Non. En gros, c'est les gens qui vont faire du trafic d'enfants, en fait. Ok. Qui vont revendre des gosses. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je savais pas du tout. Du coup, je savais pas du tout de quoi le film avait parlé. Bon, je me doutais un peu de famille parce que c'est Koreeda et que ça parle souvent de famille. Oui. Donc, moi, j'ai vu qu'un Koreeda, c'est Tel père, tel fils. Ok. Et en vrai, avec celui-là, voilà, j'ai compris ce qu'était le cinéma de Koreeda, quoi. C'est très mignon, c'est très bien amené, c'est doux, voilà, il traite super bien la famille, quoi, il n'y a rien à dire. Ouais. Après, je vais pas trop expliquer le plot parce que c'est pas si intéressant. Si, c'est intéressant, mais c'est un peu long, je pense, à expliquer. Mais en gros, c'est une histoire. Je dis que je vais pas le faire, mais du coup, je vais plus ou moins le faire. Mais pour faire très vite, c'est une femme qui décide de donner son enfant. En fait, je crois qu'en Corée, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense, il y a des boîtes à enfants. En gros, tu peux poser ton enfant et puis après, il est mis soit en orphelinat, soit voilà. Et donc, en fait, l'enfant est récupéré par justement des brokers. Ok. Donc, je crois que ça se dit comme ça. Et donc, qui vont essayer de vendre l'enfant et qui vont se retrouver après aussi avec la mère. Et en fait, les trois vont essayer de vendre l'enfant. Et donc, du coup, bah voilà, il y a des liens qui se tissent. Enfin, voilà, une histoire de famille un peu atypique, quoi. Ouais. Du Koreeda. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça vachement mignon, vachement bien. J'ai trouvé ça bien, quoi. Franchement, j'ai adoré, moi, Broker. Moi, j'adore Koreeda, donc c'est un film que j'attends énormément. Ouais, je pense que tu vas apprécier. Après, j'en ai vu qu'un, mais des retours que j'ai vus autour de moi et tout, c'est bon, c'est ce qu'on attend. Je conseille fortement Still Walking, qui est un chef-d'œuvre. Voilà. Du coup, entre autres. Mais en gros, t'as pas de surprise, quoi. Enfin, franchement, le film, c'est qu'est-ce que t'attends de Koreeda ? Bon, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ok. Ça peut être le souci, mais si vous aimez bien Koreeda, vous allez aimer, quoi. Il y a peu de chances que ça vous déplaise. Dans le film, il y a Song Kang-ho, je crois bien que c'est sa première collaboration avec Koreeda. Ouais. Et il a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas, moi j'ai pas vu, mais est-ce que c'était un prix mérité ? En fait, dans tous les films que j'ai vus, il n'y a pas d'interprétation masculine qui sont vraiment ressorties où je me suis dit, oh, vas-y, incroyable. Du coup, après, il joue bien, tu vois. Mais je veux dire, l'acteur qui est avec lui joue tout aussi bien. Okay. Donc, je pense que c'est aussi le contre-coup Parasite. Ça joue, tu vois, parce que pourquoi pas le donner à autre acteur qui est avec lui, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais j'avoue je l'ai pas noté. J'avoue que les noms coréens, j'ai toujours du mal à m'en souvenir. Mais c'est Gang Dong-won. Ok. Donc, mais je crois qu'il est quand même un acteur connu. Et il y a donc l'artiste sud-coréenne IU, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé. Je pense. Ouais, je pense. Mais qui est vraiment, c'est la plus grande artiste solo de Corée du Sud et elle joue vraiment super bien. Ok. Donc le cast est vraiment cool, quoi. Et au début, Koreeda, je pensais que ça allait être un film en japonais. Mais ouais, non, c'est coréen, là, ouais. Mais il fait souvent des films coréens ? Il me semble pas. Enfin, moi, ce que j'ai vu de lui, c'était japonais, en tout cas. Ouais, je pense que ça doit peut-être être son premier. Mais je sais même pas s'il parle coréen, pour le coup. Oh, je crois pas. Faudra lui demander. Ouais. Mais non, franchement, super bon film. Moi, je crois que si j'avais dû donner ma palme, bon, après, je les ai pas tous vus, mais de ceux que j'ai vus, ça aurait été peut-être lui. Okay. Après, ça aurait pas été la plus grosse palme, voilà, c'est un peu facile, mais c'est sympa. Ok, et le film sort au cinéma le 7 décembre, c'est un peu loin, j'ai hâte, mais on a une date. Ouais, c'est déjà ça. Pour finir avec la compétition, on va bien sûr citer Triangle of Sadness, qui a reçu la palme, de Ruben Östlund, sa deuxième palme. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur Cannes Global. Ouais. Bon, là, du coup, Deka, toi, tu l'as pas vu ? Non. Donc, je vais donner rapidement mon avis un petit peu plus détaillé, on va dire, et puis raconter un petit peu de quoi ça parle. Donc, Triangle of Sadness, ça suit un couple de mannequins mannequins influenceurs. Du coup, on voit cette relation qui est quand même assez superficielle. Il y a des dialogues qui sont assez géniaux à ce propos-là. Vers le tout début, il y a toute une séquence où ils sont au resto
Et en gros, ils ont fini de manger et tout. Et le mec finit par payer. Et il dit, ouais, si j'avais pas proposé de payer, en gros, toi, t'aurais jamais payé, alors que la dernière fois, t'avais dit, la prochaine fois, c'est moi qui paye. Et en gros, ils ont toute une discussion sur et à qui c'était le tour de payer, et est-ce que ça se fait ou pas, est-ce que c'est toujours l'homme qui doit payer pour la femme, est-ce qu'on fait moitié-moitié, enfin voilà. Et la meuf, elle finit par péter un câble et genre lui donner des billets, lui dire, tiens, c'est bon, je te rembourse ton repas, enfin bon, voilà. Mais c'est ultra drôle et bien écrit, tu sens déjà dès le départ le truc basé sur des choses ultra superficielles et où, au final la communication va pas du tout dès qu'ils veulent parler d'un truc aller un petit peu plus en profondeur. Et en fait ils vont se faire offrir une croisière sur un bateau. Du coup ils vont se retrouver vraiment que avec des gros riches sur le bateau et tout, des mecs qui sont milliardaires et je ne sais quoi. Et à partir de là tout va partir à l'eau, si j'ose dire. En gros, le capitaine du bateau est joué par Woody Harrelson, qui est exceptionnel d'ailleurs dans le film. Et en fait, il est tout le temps bourré. Il est jamais sur le bateau. Enfin, genre, il est jamais avec les passagers. Vraiment, il est tout le temps torché. Et au bout d'un moment, il décide de faire le dîner du capitaine, qui traditionnellement sur une croisière, il y a toujours un soir où il y a le dîner du capitaine, où du coup tout le monde mange en grande pompe, smoking et tout, avec le capitaine. Enfin, sur les croisières de riches, hein, bien sûr. Celle que tu fais ? J'ai jamais été en croisière. Moi non plus. Et en gros, il choisit de le faire un certain soir parce qu'il était bourré tous les autres, on va dire. Et la meuf, elle lui dit, la sous-capitaine, non, mais pas ce soir-là, il y a une grosse tempête et tout, ça va être n'importe quoi, tout le monde va être malade. Il dit, non, j'en ai rien à foutre, on fait ce soir-là. Évidemment, grosse tempête, tout le monde est malade. Et là, ça part pour genre une demi-heure de film où les mecs, ils vomissent dans tous les sens, ils en peuvent plus, ils dégobillent tout leur repas. Et voilà, après, ils vont finir sur une île, échouer sur une île, quelques survivants. Donc c'est un peu en 3 actes, du coup, avant la croisière, pendant la croisière, après la croisière. Et c'est assez intelligemment construit, franchement, c'est hyper drôle. Le film est ultra cynique, mais genre, du coup, il pousse tous les curseurs à fond, ce qui fait que, vraiment, on rigole de fou. Mais en même temps, tout en voyant où il nous emmène, quoi. On n'est pas pris pour des débiles. Et c'est un film que j'ai trouvé du coup assez intelligent, et comme j'avais dit dans l'épisode précédent, je trouve que c'est une bonne palme parce que c'est un film qui est très tout public, qui va faire parler de lui parce que tout le monde a un peu entendu parler déjà de films qui parlent de caca et de vomi pendant 3 heures, tu vois. Mmh. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un peu l'effet boule de neige de la palme plus des échos sur le film, qui va faire que potentiellement il va pouvoir ramener pas mal de monde en salle, plaire à du monde, faire du bouche à oreille. Et du coup je trouve ça cool qu'il ait eu la palme parce qu'en fait on a bien besoin de films qui ramènent du monde en salle en ce moment, hein. L'état des salles est assez calamiteux. Donc voilà, donc le film il sort le 28 septembre, on laisse passer l'été où la fréquentation est toujours un petit peu moins élevée, et pour la rentrée on essaye de ramener du monde dans les salles, donc j'espère que ça va bien marcher en tout cas. Je pensais d'aller le voir en fait. Vrai, je voulais dire. Franchement, je connais personne qui a pas pris du plaisir devant le film. Enfin, tu vois, j'ai vu t'as vu des un mauvais retour d'un journaliste de la 7ème Obsession. Ok. Big up à eux. Ouais. Qui donc avant que le film gagne la palme, qui était en mode c'est pas vraiment pas ouf et tout. J'espère qu'il aura pas la palme. Bon, il doit être un petit peu déçu aujourd'hui. Ouais. Mais que c'était juste outrancier pour être outrancier, et que voilà, c'était le retour qu'il avait. Ouais, mais le film, en fait, je trouve, je comprends ce qu'il veut dire, mais le film a grave du recul sur lui-même. Enfin, tu sais, justement, il s'est dit, quitte à être outrancier pour être outrancier, autant être outrancier à fond, quoi. Ouais, ok. Et tu sens, et déjà le fait qu'au milieu, ça se passe dans le milieu du mannequinat et tout, enfin, tout est ultra superficiel. Du coup, le point de vue est pas un peu boomer, parce que non, c'est ce qu'on pourrait craindre, tu vois, genre. Non. Et justement, moi j'avais vu aucun film de Ruben Östlund avant ça, mais je connais des gens qui avaient vu notamment The Square, sa première palme, et qui justement lui faisaient cette critique d'être un peu un film de boomer et d'être ultra en mode société. On vit dans une société. Et voilà, c'est ça. Et au final d'être vraiment, ils aiment pas du tout ce film, et pour le coup ils ont bien aimé Triangle of Sadness. Ok, bon, tant mieux. Donc voilà. On va passer à nos petits coups de cœur hors compétition. Donc, on voulait commencer avec Chronique d'une liaison passagère,
d'Emmanuel Mouret, qui était dans la sélection Un certain regard. Film avec Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin, qui, comme son nom l'indique, est une chronique d'une liaison passagère entre du coup Vincent Macaigne, qui est un homme marié et qui va s'en amouracher de Sandrine Kiberlin, qui elle est une femme libre, voilà, très libérée, joviale et tout, et ils sont pas du tout pareils. Lui, il est ultra maladroit, elle est hyper sûre d'elle et tout. Et ils vont commencer à se voir dans une liaison extra-conjugale de plus en plus régulièrement, de plus en plus fonctionner comme un couple, etc. Et Deka, tu vas peut-être nous dire ce que tu en as pensé. J'ai adoré. Je pense que c'est un de mes films préférés que j'ai vu à Cannes. Et pourtant, je m'attendais vraiment à rien, quoi. C'est toi, je crois, qui m'avait dit on va voir ce film, ou je sais plus qui m'avait dit. Peut-être, ouais. Et donc je me suis dit bon, vas-y, go. Le nom me donnait pas plus envie que ça, franchement. Je me suis dit bon, ça va être un truc un peu relou, quoi. Et c'était juste trop bien, quoi. Franchement, pendant 3/4 du truc, j'ai rigolé. Ouais, c'est trop drôle. Sur le dernier quart, j'ai chialé. Et mais en fait, j'ai pas trop envie d'en dire parce que déjà, il y a pas grand-chose à en dire de plus que ce que t'as dit, quoi. Ouais, c'est vrai. Juste, en fait, on suit leur relation. C'est un peu un délire à la Before Sunrise, tout ça, quoi. Où, on voit deux personnes qui discutent, qui leur truc. Bon, du coup, c'est l'inverse parce que Before Sunrise et tout, c'est sur une période. Et là, vraiment, c'est un truc qui est récurrent et tout ça. Mais j'ai retrouvé un peu du même délire, quoi. Et non, moi, j'ai trouvé ça trop, trop bien, quoi. Vincent Macaigne, il est incroyable, mais comme toujours. Il est hilarant. D'ailleurs, je lui ai dit bonjour à la fin, je l'ai croisé. J'ai marché à côté de lui pendant un moment, j'étais content. Dingue. Ouais. Et non, c'est trop trop bien, c'est super drôle, c'est super touchant. Le film est trop bien, franchement, c'était mon premier Mouret. Ouais. Donc je sais pas ce que les autres. Moi j'ai vu que Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui était son dernier avant celui-là, et que j'avais aussi grave aimé. Et en fait, moi j'ai tendance à vite être très exaspérée par les films de bobo, les films un peu où c'est des bourgeois qui n'ont aucun problème à part ceux qui s'inventent, tu vois. Et j'avais très peur qu'Emmanuel Mouret, voilà, genre dépléchant, qu'Emmanuel Mouret soit de ce genre, parce qu'en vrai il a grave une tête de bobo parisien, enfin il y peut rien, hein, mais voilà. Ouais. Et puis tu vois les titres, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, chronique d'une liaison passagère, t'as l'impression que c'est vraiment les films chiants à mourir et tout. Ouais. Et en fait à chaque fois ça me surprend grave, enfin c'est ultra bien écrit, les dialogues sont incroyables. Je pense que c'est vraiment très très écrit pour le coup, genre que c'est pas du tout improvisé et tout. Mais je crois que le film est tiré d'un roman, non ? Si je dis pas de bêtises, ou d'une pièce de théâtre, je sais plus, mais en gros c'est pas, je crois pas que c'est comment on dit, un scénario original. Ouais. Après, je pense quand même qu'il a réécrit tous ses dialogues et tout. Bien sûr. Ouais, et comme t'as dit, c'est pas un moment précis, c'est pas non plus une continuité. C'est parfois on sait pas combien de temps se passe exactement. Enfin, si, je crois qu'il y a des indicateurs temporels. C'est noté quand même, ouais. Oui, mais je veux dire, il peut se passer autant un jour qu'un mois entre deux séquences. C'est vraiment juste les passages clés en fait de leur relation. Et du coup, t'es tout le temps dans le mouvement du truc. T'as un peu les petits papillons dans le ventre, de voir la relation évoluer. C'est vraiment trop mignon. Et les deux acteurs fonctionnent trop trop bien ensemble. Enfin, Sandrine Kiberlin, elle est en mode MILF de ouf là dans le film. Je ne prononcerai pas. Voilà. Et bref, vraiment, allez le voir. On a une date de sortie qui est le 14 septembre. Je pense que j'irai le revoir parce que j'ai vraiment moi aussi, kiffé. Je pense. Ouais. Parce que franchement, c'est le genre de film qui, en fait, il te met trop de bonne humeur. Bon, c'est un peu triste à la fin, oui, j'avoue. J'ai chialé, mais c'est parce que je suis un peu fragile sur ce genre de thème. Mais ça fait tout le long, tu ris, tu souris, t'es genre trop content d'être là devant le film. Genre, c'est vraiment incroyable comme sentiment. Voilà, donc allez voir Chronique d'une liaison passagère en septembre. Ensuite, on a un film hors compétition qui est L'innocent de Louis Garrel avec lui-même, que je n'ai pas vu personnellement. Je vais faire un retour très rapide, hein. Mais alors j'avoue, je m'attendais à ce que ça soit un peu nul. Enfin, tu sais, c'est le film qui était hors compète de Louis Garrel pour la cérémonie, enfin pas pour la cérémonie, mais pour les 60, pour l'anniversaire et tout. Je me suis dit ça va être pas ouf, quoi. Et en fait, c'est un de mes films préférés aussi de Cannes. C'est grave drôle, c'est super bien écrit. C'est un peu simple, hein, des fois. Hein. On n'est pas sur des trucs. C'est pas Lynch, quoi. Hein. En gros, t'as une trame, tu suis la trame et puis c'est tout, quoi. Mais
Franchement, c'est super bien. Il y a même au niveau de la mise en scène, il y a des trucs qui sortent un peu de nulle part. Enfin, il y a des bonnes idées. L'histoire, en gros, c'est il y a donc Louis Garrel qui joue le fils de Anouk Greenberg. Je ne connais pas cette actrice, j'avoue. Donc de Sylvie, du coup elle joue Sylvie, qui travaille dans une prison, dans un truc pénitentiaire, là, je sais plus. Bon, voilà. Okay. Et elle va tomber amoureuse de Michel, qui sort de prison, du coup, et avec qui elle va vivre son histoire, et puis ils vont décider d'ouvrir un fleuriste, non, comment on dit, un magasin de fleurs. Et donc, il va y avoir une petite histoire parce que du coup, Louis Garrel est ultra méfiant de Michel et donc il va un peu le surveiller. Ça va y avoir des scènes un peu drôles et tout. Puis après, il va y avoir un peu une histoire. Après, j'en dirai pas plus. Mais c'est super intéressant, c'est super cool. Il y a des moments qui sont touchants. C'est très drôle. Donc, je veux pas dire grand chose de plus parce que y a pas grand chose de plus à dire non plus, je pense. Mais un bon film, quoi. Bon mood, moi je conseille. Et comme je disais, il y a des bonnes idées de mise en scène. Et puis voilà, quoi. Ok, sorti le 12 octobre pour ce film. Dans un petit moment, quand même. Ouais. Et on va conclure notre petite sélection par plusieurs films de la quinzaine des réalisateurs qui a été de plutôt bon cru cette année, puisqu'on a eu plusieurs coups de cœur tous les deux dans la quinzaine. On va commencer par Funny Pages de Owen Klein. Ouais. Qui n'a pas de date de sortie et qui est, je pense, une petite rareté. Ouais, c'est possible. Donc voilà, je te laisse en parler. Alors, Funny Pages, c'est un coming of age. On a déjà parlé de quelques coming of age dans le podcast. D'un jeune cartooniste donc, qui dessine un peu des cartoons. Donc c'est aux États-Unis, mais lui, il n'a pas du tout le style super-héros d'ici Marvel, quoi. Il est plus dans un truc un peu plus à la franco-belge, on va dire. Quoique, enfin voilà. Très cartoonesque en tout cas. Et donc on va suivre un petit peu son truc parce qu'il va rencontrer un ancien, un homme qui travaillait dans l'édition Image, je crois. Si je dis pas de bêtises, qui est une édition de comics assez connue aux États-Unis. Bon, lui il faisait la couleur en gros plus ou moins. Et ce personnage est très perché, très spécial, vraiment. Et donc, on va les suivre un peu tous les deux. Il y a plein de moments qui sont super drôles et tout. Et en gros, voilà, l'histoire, c'est ça. Et franchement, c'est super cool, quoi. Il y a une vibes très années 2000 dans la façon dans laquelle c'est filmé, dans le thème et tout. Okay. Donc, on a vraiment l'impression de voir un film qui sort des années 2000, quoi. Le grain de l'image, tout. Et c'est super bien fait, tu vois. On avait l'impression que c'est un film de 2022 qui fait des années 2000. On a vraiment l'impression de voir un film des années 2000. Ok, c'est marrant. Ouais, vraiment. Et franchement, c'est du gros n'importe quoi. Non, mais je sais même pas quoi dire. Le personnage du coup qui est l'ancien professionnel de BD. Ouais. Enfin, il est dans un délire. Laisse tomber, quoi. C'est le gars, on sait pas d'où il sort. C'est complètement n'importe quoi. Et du coup, ça marche super bien avec l'acteur qui joue du coup le cartooniste, qui est Daniel Zolgadri. Donc qui joue Robert, je connais pas l'acteur. Et ouais, non, franchement, c'est une bonne poilade, j'ai envie de dire. Le film me faisait vraiment trop envie. J'étais dégoûtée qu'il passe pendant que j'étais pas là. Donc bon, sortie prochaine, pas de date encore, comme j'ai dit. Ouais, et donc ouais, le réel, en fait, il voulait faire un petit, un petit hommage aux bandes dessinées, aux cartoonistes et tout. Et donc, c'est bien fait, quoi. Franchement, c'est super sympa. Bon, grave cool, j'espère qu'il aura quand même une distrib un peu étendue. Ouais, je pense qu'il sortira un certain truc, ouais. Type Comédia à Lyon, au pire. Ok. Genre de truc. Du coup, après, à mon tour de parler d'un petit coup de cœur perso, mais je sais plus si tu l'as vu, Un beau matin. Non. Non, ok. J'ai dormi. Donc pas pendant le film, mais... C'est le dernier film de Mia Hansen-Løve, qui a réalisé, entre autres, L'Avenir, Eden, Bergman Island l'année dernière. Et du coup, là, c'est un film avec Léa Seydoux, Melville Poupeau et Pascal Grégory. Pareil, on en a parlé un petit peu dans l'épisode d'avant. Où, en gros, Léa Seydoux, elle joue une maman célibataire
dont le père est en train d'être gagné par la démence de manière précoce. Il a une maladie neurodégénérative et qui va en même temps retomber sur un amour de jeunesse qui lui est marié. Et en fait, ils vont développer une relation tous les deux en se retrouvant. Et du coup, c'est assez joli cet équilibre. Et en fait, Mia Hansen-Løve, elle a expliqué aux questions-réponses après le film que c'est basé sur sa vie. Elle a vraiment son père qui a été atteint d'une maladie neurodégénérative, etc. Et qu'elle voulait montrer ces moments un peu étranges de la vie où tu perds quelque chose en même temps que tu retrouves quelque chose. Et du coup, là, tout le jeu se fait sur l'équilibre entre la maladie de son père et le fait de retrouver l'amour, vivre quelque chose de passionnel. Et du coup, c'est hyper joli, c'est hyper sincère comme film. Tu sens vraiment que c'est personnel. Au niveau de la mise en scène, c'est ultra épuré. On est sur quelque chose un peu entre Romer et Piala. D'ailleurs, le film est ultra romérien. Melville Poupeau, Pascal Grégory, déjà, c'est des acteurs de Romer. Et ensuite, ça fait ultra conte moraux avec la relation extra-conjugale, un peu les dilemmes moraux et tout. Et même dans les cadrages, parfois, ça fait ultra Romer. Et Piala pour le côté plus naturaliste et référence à La Gueule ouverte, qui est un film de Piala sur la fin de vie, la mort, etc. Et l'équilibre est super bien trouvé. Enfin, franchement, moi, c'est un de mes gros coups de cœur du festival. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça ultra touchant. Léa Seydoux, qu'on a un petit peu descendu tout à l'heure, pour le coup, elle est vraiment très bonne dans ce film. Et justement, à la fin, pareil, aux questions-réponses, elle a dit que ça lui avait fait du bien de jouer une femme normale. De bien jouer. Peut-être aussi. Mais en gros, dans les films dans lesquels on la voit, souvent c'est un peu une femme fatale, vraiment la femme manipulatrice, ultra sexy et tout. Enfin, voilà. On dort. Et là, c'est vraiment genre Madame tout le monde, mère célibataire qui galère à s'occuper de sa fille, de son nouveau couple et de son père qui est malade. Elle avait déjà les cheveux courts dans ce film ? Ouais. Ok. Et du coup, vraiment très, très impressionnante pour le coup. Et voilà, vraiment, c'est un film que je conseille à fond lorsqu'il sortira, à savoir le 5 octobre. Ok. Voilà. J'irai le rattraper, même si elle est assez doux. Non, mais franchement, moi, je suis pas du tout dans les fans de Léa Seydoux et là, pour le coup, elle est vraiment bien. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai un peu fait le rapprochement quand j'ai vu le film « À tout s'est bien passé » de François Ozon, qui était aussi sur... en gros, on avait aussi cette personnage principale qui avait son père atteint d'une maladie... qui avait fait un AVC, qui du coup voulait se faire euthanasier, etc. Et il y a un peu le même dispositif familial, à savoir qu'il y a 2 sœurs qui prennent en charge leur père qui est divorcé, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que Tout s'est bien passé, en fait. Ah. Parce que dans Tout s'est bien passé, j'avais trouvé ça un peu artificiel, la manière d'insuffler le pathétique et tout. Enfin, c'est un peu tourné comme une comédie, mais j'avais trouvé ça très distant de la réalité des choses. Alors que là, tu sens vraiment qu'il y a de l'expérience derrière, que c'est du vécu et tout, et c'est ultra touchant. Ok. Voilà. Écoute, j'irai le voir. Et après, on avait encore un dernier film dont on voulait parler. C'est un film qui est sorti hier. Tu l'as vu ou pas ? Non, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Ah, bravo. Qui est Men, d'Alex Garland. Ouais. Alex Garland, c'est le réalisateur de Ex Machina et Annihilation. Dont on a parlé dans l'épisode A24, Ex Machina. Évidemment. Donc bon, je vais pas revenir sur Ex Machina, sur ce que j'en avais pensé. Mais alors Men, je sais pas pourquoi, c'est devenu petit à petit le film que j'attendais le plus du festival. Sûrement parce que film d'horreur, labellé A24, tout ça. Et mon retour est un peu mitigé sur le film. J'ai trouvé super intéressant sur plein d'aspects. L'histoire, c'est compliqué de raconter l'histoire. C'est un peu un délire un peu bizarre. Donc, en gros, c'est une femme qui
qui s'est séparée de son mari ou son copain, je sais plus, et il est décédé. Et donc, elle décide de prendre une maison, enfin de louer une petite maison pour se ressourcer, on va dire, pour passer le temps. Et donc, il va se passer pas mal de trucs. Donc, en fait, il y a 2 acteurs principaux, que sont Jessie Buckley, donc, qui a joué dans la série Tchernobyl. Ouais, et je crois qu'elle a joué aussi il y a pas longtemps dans The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal. Ouais, possible. Et Rory Kinnear aussi, qui est pas mal connu. Là, comme ça, je j'ai pas de film en tête, mais je pense que si vous voyez son visage, vous le remettrez. Voilà, c'est ça. Et donc, tous les hommes dans le film, sauf du coup le mari décédé, sont joués par Rory Kinnear. Donc des fois c'est un peu drôle, même si des fois c'est un peu too much, parce que du coup ils lui mettent des t-shirts, ils lui font des coupes. et donc pour le changer, quoi, parce que il joue plusieurs personnages différents. Il joue un curé, il joue le propriétaire de la maison, il va jouer un enfant. Donc vraiment ils nous l'ont fait à la Aline, où ils ont mis sa tête sur un corps d'enfant. Enfin, donc des fois c'est un peu pas crédible, mais c'est quand même intéressant. Ça a dû être quand même un sacré truc, quoi, de jouer autant de personnages. Et ça reste un film d'horreur. Il y a des superbes idées. La fin, elle part un peu dans le body horror. Il y a vraiment une fin que j'ai trouvée ultra sympa. Presque le meilleur body horror du festival, alors qu'avec Cronenberg, quoi. Et en fait, quoi dire à part ça, à part que c'est très beau, que il y a des bonnes idées et que il y a un peu de body horror à la fin, pas grand chose, parce que finalement le film est un peu, je sais pas, on sait pas trop ce qu'il veut dire. C'est un peu gros des fois, il y a des grosses ficelles, quoi. J'avoue que quand tu vois les teasers un peu du film, la tagline le mal engendre le mal. Ouais. Genre le mal, accent circonflexe, LE engendre le mal. Tu te dis un peu, ok, les gros sabots sont de sortie, quoi. Ouais, et pourtant ça fait pas. Enfin, tu regardes le film, il fait pas un film ultra féministe et tout, qui dénonce de ouf. Ah ouais. Non. Ok. Enfin, alors là, comme ça, j'ai pas trouvé. Parce que pour le coup, je l'attendais vraiment comme ça, en mode regardez les hommes cis. Non, okay. Vraiment. Même des fois, tu dis ok, là il a un discours féministe. Là, tu dis ok, là il a plus trop un discours féministe. Ah là, il a de nouveau un discours féministe. Du coup, tu sais pas trop, quoi. Après, voilà. Mais ça reste... En vrai, je sais pas, je suis ultra mitigé, quoi, sur Men. Je pense qu'il a quand même mieux mûri que sur le moment. Je l'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Après, j'avais une énorme attente. Donc... J'ai vu plutôt des déceptions, moi aussi. Ouais, mais après, en vrai, quand j'ai vu Ex Machina, c'était pareil. J'avais une grosse attente, je m'attendais à un film incroyable, et pareil, j'avais trouvé ça sympa. Mais pas au niveau auquel j'attendais. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Ok. Donc après, ça reste un film d'horreur sympa, hein. Mais je trouve que 24 a fait bien mieux, quoi. Et lui, je trouve aussi qu'Ex Machina, par exemple, est mieux. Ok. Bon. Mais bon. À voir en ce moment au cinéma, en tout cas. Ouais, franchement, regardez-le juste pour Rory Kinnear qui fait des coupes et qui met des t-shirts, c'est génial. Après, je sais pas si tu voulais dire un mot sur Falcon Lake, quand même, le film de Charlotte Lebon. Ouais, alors très rapidement, c'est super bien. Franchement... mais ça pareil, ça avait l'air trop bien, je suis deg de pas l'avoir vu. C'est une petite histoire d'amour entre 2 ados, en gros. Et c'est super bien écrit, quoi. J'ai peur que ça soit un peu cucu ou un peu mal écrit ou quoi. Et non, c'est super bien écrit. Le film est très beau. Donc, Paris, c'est un peu triste aussi à la fin. Enfin, triste. Moi, c'est le genre de sujet... Doux amer, genre. Ouais, c'est le genre de sujet, moi, un peu comme Chronique d'une liaison passagère. Ouais, qui te touche. Ah ouais, moi, c'est bon, moi, je suis trop fragile. Et donc, voilà, faire un retour très rapide, hein, mais du coup, non, c'est super bien. Et niveau mise en scène, c'est bien, parce que c'est le premier film de Charlotte Lebon. Franchement, c'est bien. À qui on découvre des qualités de metteuse en scène, du coup. Écoute, ouais, c'est bien fait. Des fois, alors, l'image est un peu terne, tu vois, au début, je me dis, oh putain, on est sur une image vachement terne et tout. Ok. Et en fait, ça va super bien dans le mood du film et tout. Les acteurs sont vraiment super top, quoi, même les ados. Elle joue dedans, Charlotte Lebon. Je sais pas, je crois pas. En fait, je sais même pas à quoi elle ressemble. Donc, non, je crois pas. Elle joue pas dedans. Par contre, il y a Monia Chokri qui est quand même un peu connue. Sa pote canadienne. Voilà, exactement. Après, elle y est pas énormément. Ok.
Mais ouais, bah pareil, hein, super. Aussi dans mes préférés du festival, alors que j'y suis allé sans savoir ce que c'était. J'ai trouvé le titre sympa. Je savais même pas que c'était un film français. Donc, c'est canadien du coup, non? Oui, mais je veux dire francophone. Ok, ça parle français. Et ouais, l'histoire d'amour est super bien écrite. C'est super cool. Ok, bah lui, j'avoue, j'ai pas checké s'il avait une date de sortie, mais je sais pas du tout. Je pense que c'est le genre de film qui est en mode prochainement aussi. Ouais, après, c'est canadien, mais je crois que c'est des acteurs français. Hein. Ouais. À part Monia Chokri, en tout cas, j'ai pas perçu d'accent canadien. De toute façon, c'est une coprode, je crois. Ouais, donc voilà. Ok. Bon, je crois très rapide, mais en gros, s'il sort, allez le voir, c'est super sympa. On a fait le tour de notre petite liste. Évidemment, il y a d'autres films qu'on a vus dont on vous a pas parlé parce qu'on trouvait ça moins intéressant. D'autres films qu'on n'a pas vus. Donc, voilà. Allez voir ces films, en tout cas, dont on a parlé. Et c'est tout, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Et à très vite. Et normalement, le prochain sera sur... Le prochain sera sur Bong Joon-ho. Le prochain épisode bonus sur les festivals. Ah oui, alors début juillet, on se rend au festival de La Rochelle. Si on a les accrèdes. Si on a les accrèdes. Ouais. Donc normalement, vous nous entendrez depuis là-bas, voilà. Ouais, exactement. Cut.